Voilà, eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le premier événement de vie de réseau du pôle mécénat et investissement citoyen qui, comme vous l'aurez compris, est consacré au mécénat collectif au service de l'emploi. Donc l'emploi, c'est un petit peu le fil rouge du réseau Les Entreprises pour la Cité en cette année encore un peu particulière. Une année de crise qui continue, qui n'est pas terminée, une année aussi de relance économique. Enfin bon, une année de tous les défis. Donc on a voulu ce matin un événement vraiment inspirant pour vous encourager, vous qui êtes déjà dans des initiatives de mécénat collectif ou pas encore, à prendre à bras le corps ce sujet et à mobiliser vos forces euh, pour, euh, pour l'emploi, qui est vraiment un gros sujet aujourd'hui, notamment avec l'explosion du taux de chômage. Et puis, au-delà de cet événement inspirant, nous, on aimerait bien voir avec vous s'il y a des envies pour éventuellement lancer un groupe de travail dédié au mécénat collectif pour l'emploi. Donc, on s'en reparlera à la fin de l'événement. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je sais qu'il y a des nouvelles personnes au sein de ce webinaire. Moi, je m'appelle Alicia Izard, je suis la directrice mécénat et investissement citoyen du réseau Les Entreprises pour la Cité. Je serai accompagnée ce matin d'Oriane Austin, Clément Dufour qui travaille au sein de mon équipe, mais aussi de notre stagiaire Célia Kerchouch que vous retrouverez un petit peu en backstage. On aura également le plaisir d'entendre notre collègue Mathilde Mélan, qui est chef de projet emploi et diversité et que je Non, remercie de se joindre à nous. je pense que Euh, alors, n'hésitez tu pas sais, à couper les micros, j'entends des voix qui sont un petit peu en dehors de notre sujet. Et puis, l'événement, je le rappelle, est enregistré actuellement. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à couper votre caméra. Pour tous ceux que ça ne dérange pas, vraiment, je vous invite à la garder allumée. Ce sera toujours plus agréable pour les intervenants de voir vos visages plutôt que vos initiales. Et comme ça, on vous reconnaîtra. On accueillera également deux membres du réseau, Angelina Lamy et Étienne Bourgeois, pour un partage d'expérience dont je vous en dirai plus dans quelques instants. Oriane, est-ce que tu pourrais afficher le sommaire de notre événement? Donc, comme je vous le disais, on aura un témoignage d'Angelina et Étienne dans quelques instants après l'introduction de Mathilde Mélan. On aura évidemment des sessions de questions-réponses, donc n'hésitez pas à garder vos questions, les écrire dans le chat ou lever la main et j'hésiterai pas à vous donner la parole juste après. Ensuite, Oriane illustrera deux autres initiatives de mécénat collectif pour l'emploi. Et puis, on aura un gros temps d'échange interactif entre nous pour parler et de mécénat collectif et des sujets d'emploi, voir un petit peu où vous en êtes, quelles sont vos attentes, comment le réseau peut vous accompagner. Voilà, j'en termine là sur l'introduction. Mathilde, je vais donc te laisser la main et la parole pour nous parler à la fois de ton champ d'expertise, de l'emploi, et puis voilà, nous présenter ton pôle et si tu veux bien nous brosser un peu l'état des lieux du sujet de l'emploi en France. Et n'hésitons pas de notre côté à couper nos micros pour éviter les petits soucis locaux. Merci Mathilde. Merci Alicia, bonjour à toutes et à tous. Donc merci de me donner la parole au nom de l'équipe projet qui travaille sur l'emploi et l'inclusion chez LEPC. Du coup, pour commencer, si vous me permettez de revenir en quelques mots sur le travail que nous réalisons au sein de cette équipe et au sujet de l'inclusion chez LEPC, je crois que la plupart d'entre vous connaissent assez bien le travail que nous réalisons sur le mécénat, mais moins bien notre approche emploi. Donc l'accès à l'emploi et l'inclusion au sens large, c'est notre fil rouge cette année, bien sûr face à la crise, mais c'est aussi un sujet historique et fondateur des entreprises pour la cité qu'on traite maintenant depuis près de 35 ans. Et donc historiquement, on a un positionnement sur les publics les plus vulnérables et les plus éloignés de l'emploi. Et depuis quelques années également aussi sur les questions de vulnérabilité en emploi. On travaille notamment beaucoup sur les questions de discrimination et de diversité en entreprise. À l'instar des autres équipes, on a un fonctionnement à travers lequel on mobilise en fait plusieurs modes d'action. On va animer des conférences, des ateliers autour de sujets liés à l'accès à l'emploi et l'inclusion. On va réaliser des publications. Par exemple, l'an dernier, on a fait une publication sur les salariés aidants. Nous conseillons, nous formons, nous accompagnons les entreprises autour de nos sujets et nous mobilisons aussi les collaborateurs sur des actions concrètes
au contact de bénéficiaires. Par exemple, en janvier, on a organisé des coachings avec des jeunes décrocheurs et des collaborateurs volontaires d'entreprise. Nous sommes aussi et surtout très mobilisés sur du pilotage de projets d'ampleur, comme les 3 projets que vous voyez, qui sont plutôt des projets franciliens, mais voilà, ça se décline différemment sur les territoires, bien sûr. En Île-de-France, on va être très mobilisé sur l'animation de clubs d'entreprises engagés en faveur de l'emploi et de l'inclusion sur les territoires, dans le cadre des plans La France une chance qui sont portés par le gouvernement. Donc nous, on est animateurs et prestataires de ces clubs d'entreprises engagées. On va être positionné sur le développement de l'apprentissage, qui est vraiment un sujet lorsqu'on parle d'emploi ces dernières années, donc plutôt sur le territoire des Hauts-de-Seine. Et je suis moi-même la coordinatrice d'un projet d'insertion professionnelle des réfugiés en Île-de-France, à travers lequel nous agissons en lien avec les entreprises volontaires de notre réseau et leurs collaborateurs. On fait des formations, on fait des coachings, on fait des découvertes métiers, du parrainage. Donc si vous souhaitez par la suite, j'essaye d'être assez rapide, de ne pas trop m'éteindre, mais si vous en souhaitez en savoir plus, bien sûr, sur ces projets ou les possibilités d'engagement à nos côtés sur ces sujets ou sur nos projets, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis surtout, gardez un œil sur le programme de la vie de réseau des entreprises pour la cité, puisque les actions se figurent régulièrement dans ce calendrier. Donc tout ça pour vous dire que ce positionnement depuis plus de 35 ans à l'interface entre les institutions qui sont en charge de l'emploi, les entreprises et les bénéficiaires, ça nous permet vraiment de porter un regard qui est le nôtre, hein, celui d'un réseau d'entreprises, sur la situation de l'emploi et la position, la place de l'entreprise vis-à-vis de ce sujet. Ce qui me permet de faire la transition avec la situation, bien sûr, de l'emploi que nous vivons dans la situation de crise actuelle. Oriane, si tu peux passer la slide. Merci. Donc, il ne vous aura pas échappé que depuis un an, nous vivons une situation de grave crise sanitaire qui a des fortes répercussions sur la situation économique et donc par ricochet sur la situation de l'emploi. Donc, dans le cadre de cet événement, on a choisi de se focaliser vraiment sur la situation de l'accès à l'emploi. Mais cette crise, bien sûr, a eu également des répercussions nombreuses sur les conditions de travail des salariés, la perception de celles-ci par les travailleurs, sur les inégalités, la précarité en emploi, qui pourrait faire l'objet d'un prochain événement si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, comme vous vous en doutez, la situation liée à la Covid-19 a eu des impacts forts sur l'emploi en France, mais on ne sait pas encore vraiment en mesurer l'impact et la portée, puisqu'on est encore dans cette situation de crise. Et par exemple, en décembre 2020, on avait encore 2,4 millions de personnes qui étaient au chômage partiel, soit près d'un travailleur sur 10. Donc on a des plans PSE qui sont toujours en cours, des aides de l'État qui contribuent toujours à maintenir à flot certains secteurs et entreprises, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Et on anticipe bien sûr sur des effets encore à venir sur 2021 qu'on a du mal à évaluer maintenant, puisque ça dépend aussi de l'évolution de la situation sanitaire. Ce que montre l'analyse des chiffres et des graphiques de l'emploi, c'est que ce sont surtout les confinements qui ont eu le plus fort impact sur l'emploi et le chômage. Pour autant, quelques institutions ont essayé de faire des analyses prospectives sur 2021. C'est le cas de l'Observatoire des conjonctures économiques, qui anticipe plus une hausse de 80% de faillites d'entreprises en 2021, 175 000 emplois supprimés, ou encore la Banque de France qui estime que le taux de chômage en 2021 pourrait atteindre les 10,8%, ce qui est très nettement supérieur à la situation que l'on connaissait avant la crise, autour de 8%. Donc il ne s'agit pas de chiffres officiels de l'État, mais de prospectives, bien sûr. Fin 2020, on observait quand même un repli du taux de chômage pour essayer de rester positif à 8%, soit quasiment le taux d'avant la crise. Le semestre d'avant, on était aux alentours de 9%, donc on voit bien qu'on n'est pas encore devant une véritable explosion, mais comme je le disais, les effets, bien sûr, sont encore à venir. Et puis on a des secteurs qui sont nettement touchés et d'autres qui le sont un petit peu moins. Par effet de ruissellement, la plupart des secteurs sont aujourd'hui touchés, mais les secteurs les plus sinistrés, vous vous en doutez, sont l'hébergement et la restauration, avec 63% des salariés de ce secteur qui sont toujours au chômage partiel, tout le secteur du service aux entreprises,
le commerce, mais on peut penser aussi à des secteurs un peu plus de niche, comme l'artisanat ou la culture. D'une manière générale, les petites entreprises sont bien sûr les plus touchées. Et donc face à ces tendances un peu générales, on voit quand même émerger des tendances, c'est-à-dire maintien d'un taux important de création d'entreprises malgré la crise, et surtout une explosion du taux d'entrée en formation et en reconversion professionnelle à partir du printemps-été 2020 et puis particulièrement là en ce début d'année 2021. Donc je précise que nous, on n'est pas Pôle emploi ni la DARES. Je crois que Pôle emploi était présent aujourd'hui, qui n'hésite pas à participer, à donner d'autres chiffres que nous, on n'aurait pas forcément s'ils le souhaitent. Mais donc voilà, les chiffres globaux mis à part, nous on retrouve en fait des vulnérabilités qu'on observait avant la crise et qui faisaient déjà l'objet d'une attention particulière des institutions et des acteurs et qui ont ces vulnérabilités ont quand même globalement été décuplées par la crise. Donc je vous ai remis bien sûr les publics les plus touchés traditionnellement par les problématiques d'accès à l'emploi. Il serait trop long de s'appesantir sur tous ces publics bien sûr, mais voilà, c'était pour essayer de partager avec vous ce constat de vulnérabilité qui se cristallise et qui s'accroissent globalement dans une situation de crise. Et notamment, on a beaucoup entendu parler des jeunes ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a une véritable explosion des entrées dans des parcours de l'État comme le PACEA, la garantie jeune, qui s'adresse plutôt à des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Mais d'une manière générale, les chiffres montrent que 4 jeunes sur 10 ont dû modifier leur projet professionnel à cause du Covid. Et les offres accessibles aux jeunes diplômés en 2020 ont baissé de 40% par rapport à 2019. Donc il y a quand même une vraie raison derrière cet engouement et ce travail qui est mené autour des publics jeunes. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'on parle souvent des moins de 26 ans, mais que les moins de 30 ans, ils sont également très touchés, puisque leur taux d'embauche, il accuse aussi un recul de 15% sur 2020, comme celui des moins de 26 ans globalement, et surtout au moment des confinements, encore une fois, puisque entre août et octobre, le taux d'emploi des jeunes avait quand même bien repris. Face à ça, le gouvernement, il est très actif, je pense que vous l'avez noté. Il s'appuie sur des outils préexistants comme les plans La France Une Chance, le plan d'inclusion par les compétences, et aussi sur des nouveaux outils. Vous avez dû entendre parler du plan Un jeune, une solution, des aides exceptionnelles à l'apprentissage. Voilà, ce type de dispositifs qui sont mobilisés par l'État en lien avec les entreprises et qui ont quand même des premiers résultats assez positifs, puisque c'est bien aussi de parler de ce qui est positif. En 2020, on a un record historique de signature de contrats d'apprentissage avec plus 40%, bien que c'est toujours à modérer, puisque ça concernait bien sûr toujours surtout les plus diplômés au détriment des personnes les moins qualifiées. On retrouve bien sûr les personnes en situation de handicap, qui est toujours un amalgame en plus, un amalgame qui s'ajoute aux problématiques qu'ils rencontraient déjà entre vulnérabilité au Covid-19 et handicap. On retrouve les publics féminins qui font partie des plus touchés parce qu'elles sont traditionnellement dans des filières les plus touchées. Elles ont des contrats plus courts, donc on supprime en premier. Elles sont aussi plus enclines dans le couple à s'arrêter, notamment dans les situations de confinement. On retrouve les résidents de quartiers prioritaires de la ville. Donc là, l'État est en train de relancer un appel à projets pour financer des projets qui touchent spécifiquement les publics les plus vulnérables au sein des quartiers prioritaires de la ville. Et donc, globalement, nous, ce qu'on observe au niveau du réseau, c'est que les entreprises, elles étaient déjà traditionnellement positionnées sur l'un ou plusieurs de ces publics, mais que la crise, elle a eu des impacts également en fait sur cet engagement. Il y a eu une très grosse mobilisation lors du premier confinement, une mobilisation un peu tous azimuts, soutien aux fournisseurs des entreprises, recours à des entreprises d'insertion, dons d'ordinateurs, soutien à des jeunes, et puis une mobilisation qui a un petit peu connu un coup de frein par la suite. Nous, on a mené une enquête auprès de nos correspondants diversité et inclusion, et 67% des services en charge de la diversité et de l'inclusion en entreprise ont été contraints d'annuler des actions et des projets en 2020 du fait de cette crise. On parle de recrutement, on parle de stage de troisième, on parle de politique diversité, voilà. Et dans l'ensemble, ces entreprises, elles restent quand même volontaires et mobilisées, enfin vous restez volontaires et mobilisés,
ainsi que vos collègues en charge de la diversité et de l'inclusion, notamment sur les projets, sur les clubs. Voilà, vous êtes toujours présents à nos côtés. Et les entreprises les moins sinistrées ont vraiment envie de poursuivre leurs engagements. Mais par contre, on observe certaines tendances, c'est-à-dire qu'on va être sur un repositionnement sur des problématiques plutôt internes face au Covid-19, qui ont été vraiment développées en 2020 et qui vont perdurer en 2021. La préservation de l'emploi, bien sûr, mais aussi le télétravail, la fracture numérique, les violences conjugales. Donc toutes ces questions-là, ce sont des questions qui ont émergé à la faveur de la crise, mais que les entreprises prévoient de continuer à travailler en 2021. On observe un fort repositionnement sur la problématique de l'emploi des jeunes, bien sûr, dans la lignée du plan France Relance, dont l'une des 3 priorités est l'emploi des jeunes, je le rappelle. Donc une très forte mobilisation des entreprises sur ces sujets-là et une volonté de se recentrer sur des sujets phares et essentiels, l'handicap, l'égalité professionnelle, les jeunes, au détriment d'engagements moins consensuels et un peu plus de niche qui intéressaient beaucoup les entreprises avant la crise. Donc certains publics, par exemple les réfugiés que moi je connais bien, ou les personnes placées sous main de justice sont un petit peu laissés pour compte dans l'engagement des entreprises. Et ça s'explique aussi parce que les entreprises les plus sinistrées vont avoir des collaborateurs qui vont être aussi plus frileux et plus critiques vis-à-vis de l'engagement de l'entreprise, vis-à-vis de ces publics qui sont moins connus, qui sont victimes de préjugés et qui en plus sont moins bien dont les actions les actions des entreprises sont moins bien perçues par les collaborateurs lorsqu'on est dans le cadre de plans de licenciement, par exemple, et qu'on va mener une action en parallèle pour recruter des réfugiés ou des anciens prisonniers. Donc je finirai en disant que pour autant, l'engagement des entreprises aux côtés des acteurs de terrain comme nous, ou comme nos partenaires, et aux côtés de l'État, dans le cadre de tous ces plans dont on a rapidement parlé, il reste très important parce que la situation que nous vivons, elle est très violente et elle est très très décourageante pour les demandeurs d'emploi, surtout les plus éloignés de l'emploi. On l'observe tous les jours, nous, auprès des bénéficiaires qu'on accompagne. Et moi, je vois encore vraiment au quotidien l'impact sur la motivation justement de nos bénéficiaires lorsque des entreprises s'engagent à nos côtés, même si c'est sur des actions ponctuelles de coaching, de parrainage. Nous, par exemple, les personnes réfugiées qu'on accompagne, elles ressortent à chaque fois très reboostées, très remotivées lorsqu'elles bénéficient d'actions en lien avec des collaborateurs volontaires. Donc voilà, pour nous, c'est aussi le message positif qu'on voulait faire passer. Il ne faut pas se décourager et continuer à essayer de se mobiliser à son niveau. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Et puis, si ça vous intéresse, si la partie chiffrée vous intéresse, on pourra aussi mettre le lien sur quelques rapports de la DARES, de Pôle emploi, dans le mail de remerciement qu'on vous enverra à la fin de cette session. Merci. Alicia, je te repasse la main. Ouais, merci beaucoup Mathilde pour cet état des lieux. Et de toute façon, tu restes avec nous pour la suite. On va maintenant accueillir 2 membres du réseau engagés dans des dynamiques de mécénat collectif et qui vont nous livrer leurs témoignages. Donc moi-même, je laisse la parole à Clément Dufour qui va à son tour vous les présenter et assurer cette interview croisée. Je rappelle que vous pourrez poser toutes les questions après leur témoignage. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat, à lever la main ou à la garder pour juste après. Donc, pour cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Angelina Lamy et Étienne Bourgeois. Donc, bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation à témoigner. Mais avant de commencer à vous poser des questions, permettez-moi de faire un peu les présentations avec notre auditoire. Donc, Angelina, vous êtes déléguée générale de la Fondation Accenture France, qui œuvre depuis 2009 pour l'accès à l'emploi et l'entrepreneuriat via le développement des compétences. Alors, il y a 5 ans, vous avez décidé de mettre en commun vos ressources financières et vos ressources en compétences avec 5 autres mécènes autour d'une ambition commune, donc celle de rapprocher l'offre et la demande d'emploi pour les métiers d'avenir ou qui peinent à recruter. Alors pour cela, vous soutenez et mettez en relation, si j'ai bien compris, des initiatives de terrain. Et donc c'est ainsi qu'est né le Collectif pour l'emploi, qui est une initiative de mécénat collectif qui réunit le fonds de la Fondation Accenture, la Fondation ADECO, AG2R La Mondiale, CTLM, SFR et enfin la Fondation Vinci pour la citer.
Donc, maintenant, Étienne, vous êtes le directeur des Petites Pierres, qui est à la fois un fonds de dotation collectif et une plateforme de crowdfunding qui est dédiée aux associations luttant contre le mal logement. Alors, pour résumer son principe qui est simple, chaque don réalisé par les internautes sur la plateforme de crowdfunding est doublé par les mécènes partenaires du fonds de dotation. Alors, ce fonds, il a été créé en 2013 par la Fondation Somfy, avec dès le départ vraiment cette vocation de mécénat collectif visant à démultiplier l'impact de projets d'habitat solidaire. Alors, il a été rejoint depuis par trois grands partenaires, la Fondation Schneider Electric, la Fondation BTP+, et la société Valfidus. Alors maintenant que les présentations sont faites, je souhaiterais vous poser à tous les deux quelques questions sur vos actions de mécénat collectif. Et j'aimerais d'abord commencer par en savoir un peu plus sur vos motivations respectives. Alors je m'adresse d'abord à Angelina. Je veux savoir quelle a été la genèse du collectif pour l'emploi et finalement quelle place occupe ce collectif au sein de la stratégie de mécénat de la Fondation Accenture. Bonjour à tous. Alors effectivement, je représente le collectif, donc les 5 autres entreprises que tu as citées. Donc Philippe Acedo, côté BNPPF, était aussi invité, mais il ne pouvait pas. Donc voilà, je parle au nom de 6 fondations d'entreprises. Donc le collectif, oui, il y a 5 ans, quelle était la motivation? On va dire chacune de ces 6 entreprises, et bien sûr on n'est pas les seuls, on intervenait souvent sur la question de l'emploi, souvent pour soutenir les mêmes structures, souvent, parfois, sur les mêmes territoires, et on se connaissait bien. Donc, on s'est dit pourquoi pas essayer de mutualiser nos efforts, nos connaissances aussi, parce qu'on a des connaissances très complémentaires en fonction des types de métiers qu'on adresse. Et on va dire que c'était un rapprochement naturel que l'on a tous souhaité. Et pour répondre à ta question sur le positionnement au sein de la Fondation Accenture du collectif pour l'emploi, clairement, on positionne comme une sorte de laboratoire d'expérimentation, de solutions autour de l'emploi. Avec un axe très territorial, parce qu'un des constats partagés par beaucoup, évidemment, autour de l'emploi, c'est que les solutions aux questions de l'emploi doivent être très souvent très sur mesure, en fonction de la personne et en fonction du territoire, en fonction de la culture du territoire également. Et en fait, si je parle côté Accenture, on est moins présent sur les territoires que d'autres entreprises qui font partie du collectif, hein, les BNP, AG2R, Vinci, Adecco, SFR. Et donc, nous, en tout cas, côté Fondation Accenture, c'était aussi un des intérêts de travailler avec d'autres entreprises qui, elles, avaient une empreinte territoriale plus marquée que la nôtre, pour voir comment on pouvait agir localement. Donc voilà, pour résumer, c'était vraiment mutualiser nos efforts. On a été déjà présents sur des projets communs et on est vraiment, et bien sûr la Fondation Accenture à la base et toutes les 5 autres entreprises, on s'est réunis autour de cette volonté d'expérimenter localement des initiatives. Et derrière ce mot expérimentation ou laboratoire, peu importe le mot qu'on met derrière, c'est vraiment permettre aux acteurs de l'emploi aussi du territoire de tester ou de faire passer à l'échelle des initiatives qu'ils n'ont pas les moyens au sens humain, par exemple, de faire aujourd'hui, ou qu'ils n'ont pas le temps de faire aujourd'hui. Et donc voilà, donc l'objectif c'est de tester, d'expérimenter. Ah, on a, je crois, un petit problème de connexion avec Angelina. Bon, en tout cas, on a retenu qu'il y a il y a une dimension expérimentale très importante ainsi qu'un enjeu de territorialité. On va revenir un peu plus tard au fil de l'interview sur cette méthodologie, sur cette question d'enjeux territoriaux. Mais en attendant qu'Angelina revienne parmi nous, je vais donner la parole à Étienne Bourgeois. Donc, Étienne Bourgeois, de son côté, la Fondation Somfy agissait déjà pour le mal logement. Alors pourquoi est-ce que la Fondation Somfy a-t-elle choisi d'agir collectivement via le fonds de dotation Les Petites Pierres? Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, la Fondation Somfy, en fait, dès sa création, donc c'est orienté dans la lutte contre le mal logement avec deux leviers en fait. D'une part, le mécénat humain avec la volonté de faire participer les collaborateurs à son action, et d'autre part le mécénat financier. Et en fait, à l'époque, la volonté portée par l'entreprise Somfy et par la Fondation Somfy avait été d'essayer de mettre en place un outil innovant permettant en fait d'apporter quelque chose de nouveau et de différent dans le paysage de l'aide et de la lutte contre le mal logement.
Et du coup, ça a été l'idée de créer cette plateforme de crowdfunding, de financement participatif, qui en réalité a été la première plateforme de financement participatif solidaire en France, même si depuis d'autres se sont mis dans cette démarche, avec derrière l'idée d'une part que c'était en dotant cette plateforme de financement participatif d'un abondement, c'est-à-dire chaque euro versé faisait de la part de la Fondation Somfy, apportait de la part de la Fondation Somfy 1 euro supplémentaire au projet. Il y a en fait un gros effet de levier parce qu'avec l'effet de la défiscalisation, pour le particulier, si vous donnez 100, la plateforme donne 200 au final, et vous, ça vous coûte 40. Donc l'effet de levier est de presque de l'ordre de 1 à 6. Voilà. Et donc ça faisait en fait un outil extrêmement motivant, et en fait, dès le début, la Fondation s'est dit, mais nous, cet outil motivant, on ne va pas arriver à le maintenir, à le faire vivre tout seul. Et donc, il faut que ce soit un outil qui puisse accueillir d'autres partenaires. Et c'est pour ça que le fonds de dotation a été créé comme une entité distincte de la Fondation Somfy pour pouvoir accueillir des partenaires. Et de fait, dans les premières années de la création, beaucoup d'autres fondations, beaucoup d'acteurs sont venus participer à plus ou moins grande échelle en apportant du financement complémentaire pour des projets, voire en apportant des projets. Ça a été le cas, par exemple, de la fondation AG2R, de notre partenaire financier, hein, la Caisse de crédit du Crédit Agricole de la région Rhône-Alpes. Ça a été aussi le cas de la fondation Qualitel, par exemple, pour ne citer que. Et donc, cette structure de fonds de dotation permettait ça. Et en fait, au bout de 3 ans de fonctionnement, la Fondation Somfy s'est rendu compte qu'avec un programme qui consistait à mettre 150 000 euros par an dans le fonds de dotation, eh bien, non seulement elle avait épuisé cette capacité de financement annuel, mais elle avait aussi épuisé le fonds associatif accumulé dans les débuts, puisque la plateforme a commencé petit. Et donc, s'est posé la question de comment on fait pour continuer à assumer cette mission. Et donc, comme il y avait déjà tout un dispositif permettant d'accueillir des partenaires, l'idée a été de renforcer cette dimension partenariale du fonds de dotation des petites pierres. Et bon, on va en parler ensuite comment ça s'est procédé, mais vraiment l'idée d'élargir en accueillant des partenaires qui sont rentrés dans le projet au même niveau que la Fondation Somfy. Voilà. Et le deuxième intérêt de la démarche collective, en fait, ça a été de donner un supplément de visibilité à la cause de la lutte contre le mal-logement. Très clairement, cette démarche innovante a permis de fédérer des acteurs ensemble. Et pour ne citer que le dernier des arrivants dans les partenaires majeurs du fonds de dotation Les Petites Pierres, la société Valfidus, eh bien clairement, pour une société qui se posait la question de la philanthropie et de comment elle pouvait, elle, s'engager dans la philanthropie, eh bien, une démarche partenariale, aujourd'hui, elle est à la fois intéressante, sécurisante et valorisante. Et c'est peut-être ça, pour conclure, sur la raison d'être de ce fonds de dotation Les Petites Pierres, ce qu'il faut en retenir, cette capacité d'avoir un projet collectif qui, du coup, permet des interactions de qualité et une valorisation des partenaires qui le rejoignent, avec aussi la dimension un peu plus rassurante du fait qu'on est nombreux à échanger ensemble autour d'un même projet. Très bien. Merci beaucoup, Étienne. Donc, on note que le fonds de dotation des petites pierres est vraiment un moyen de mutualiser les moyens pour avoir plus d'impact, mais aussi d'avoir des partenariats sécurisants et qui valorisent les partenaires. Qu'en plus de ça, il y a cette mission de valorisation d'un enjeu, hein, d'une cause qui est la cause du mal-logement. Et enfin, donc, c'est une véritable entité qui se distingue de la Fondation Somfy. Donc, merci beaucoup d'avoir présenté la genèse et aussi des missions du fonds de dotation. Mais est-ce que vous pourriez maintenant nous en dire un petit peu plus sur le bilan à date de vos actions? Oui, alors le bilan à date, donc la plateforme du fonds de dotation Les Petites Pierres donc affiche son objectif, hein, lutter contre le mal-logement et créer du lien social. Cette partie-là étant importante puisque
on n'est pas uniquement dans le financement de projets de réhabilitation, de rénovation ou de construction, mais parfois aussi on finance des maraudes qui apportent de l'aide aux sans-abri et aussi des projets où on finance l'amélioration de lieux d'accueil pour que des personnes qui soient en situation de mal-logement puissent se retrouver entre elles. On a donc cinq thématiques qui sont la lutte contre la grande exclusion, et là on parle vraiment du sans-abrisme ou des populations immigrées lorsqu'elles arrivent sur notre territoire, aller vers l'autonomie, qui est une thématique qui recouvre toutes les problématiques de handicap, combattre la précarité énergétique, qui est un enjeu dans la lutte contre le mal-logement, puisque pour une grande partie des personnes qui sont en difficulté de logement, ce sont les charges qui pèsent sur leur loyer qui les mettent en difficulté. Et évidemment, la précarité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique est un moyen de réduire ces charges. Bien vivre dans son logement, qui en groupe tout un tas de thématiques autour de la rénovation et réhabilitation au fil des années, le fonds de dotation des petites pierres a fait. On a quelques problèmes, Étienne, avec votre connexion. Je pense qu'on va passer aux questions pour Angelina. Ouais, je pense qu'on va passer aux questions d'Angelina. On a bien noté donc la diversité des missions du fonds de dotation. Donc, Angelina, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des missions que s'est fixé le collectif pour l'emploi et la manière dont le collectif y parvient? Je suis revenu. Alors, j'étais vous allez annoncer les chiffres. Je ne sais pas si vous avez commencé à entendre ça. non, on n'a pas entendu ça, Étienne. Je ne sais pas si vous pouvez brièvement peut-être nous donner les chiffres avant que l'on passe à Angelina, si elle est présente. Et n'hésitez pas peut-être à couper votre caméra, Étienne. J'ai l'impression que ça grésille un peu. Si ça peut aider. Donc, en termes de frais, donc je dis 300 associations qui ont été aidées, plus de 375 projets réussis sur la plateforme avec un taux de réussite de 92% sur l'ensemble de la période, donc depuis 2013, et 2,3 millions d'euros de dons collectés sur la plateforme qui ont permis, avec le mécanisme de l'abondement, donc de financer plus de 4,5 millions d'euros de projets divers et variés dans les thématiques que j'ai évoquées précédemment et que j'espère que vous avez entendues. Oui. Voilà pour les résultats. Et donc, un véritable effet de levier, y compris pour la Fondation Somfy, puisque au départ, la Fondation Somfy prévoyait d'investir 150 000 euros par an dans la lutte contre le mal-logement en termes d'investissement financier. Et en réalité, aujourd'hui, avec les partenaires qui nous ont rejoints et le mécanisme et la plateforme de crowdfunding, c'est plus d'1 million d'euros, 1,2 million d'euros de projets qui peuvent être réalisés chaque année. Donc, vous voyez, pour le fondateur originel du fonds de dotation, on a presque un levier de 1 à 10 dans l'usage des fonds qu'il met à la disposition du fonds. Donc, on voit vraiment l'efficacité de la mutualisation des forces. Merci beaucoup, Étienne, pour ces chiffres. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Angelina. Donc, Angelina, comme je vous le disais, je voulais savoir un petit peu plus sur les missions que s'était fixé le collectif pour l'emploi et les moyens qu'il utilisait pour y parvenir. Alors, dans la démarche, donc démarche expérimentale avec une phase pour chacun des 3 territoires qui ont été choisis en fonction de l'empreinte territoriale des entreprises du collectif. Excuse-moi, quels sont ces 3 territoires, s'il te plaît, Angelina? Lyon, Marseille et Seine-Saint-Denis. D'accord, merci. Donc, démarche donc expérimentale déjà dans un premier temps pour faire un état des lieux des métiers en tension du territoire avec les acteurs de l'emploi locaux, donc soit associatifs, acteurs de l'emploi plus institutionnels et entreprises. Identification d'un secteur particulièrement en tension. Donc, pour donner un exemple, à Marseille, on a fait donc cette phase de diagnostic d'état des lieux, on va dire, pendant 6 mois à peu près, en mécénat de compétences, tout ça.
Et à Marseille, quand on a interrogé les entreprises sur les métiers sur lesquels elles avaient du mal à recruter, un des métiers qui en était ressorti, c'était le métier du commerce. Partant du constat que les entreprises avaient du mal à recruter des jeunes suffisamment formés pour pouvoir les mettre au métier de la vente dans leur magasin du jour au lendemain, si je suis très concrète. Donc ça a abouti à un projet avec l'école de la deuxième chance Marseille, qui avait une filière commerce qu'ils avaient mise en place, qui ne répondait pas encore complètement aux besoins des entreprises, qui réclamaient qui auraient souhaité une formation plus terrain. Donc on a mis en place avec l'école de la deuxième chance, puis les apprentis d'Auteuil et des entreprises partenaires locales, dont la marque Caporal, des boutiques écoles, donc aux terrasses du port, avec des produits à vendre par des jeunes en formation qui sortaient de l'école de la deuxième chance pendant un parcours de 2 mois. Donc il y avait par exemple les produits de la marque Caporal. Et en arrière-boutique, en fait, il y avait une salle de formation où, en fait, comme ça, les jeunes partageaient leur temps entre la formation sur site à vendre les produits en boutique et de la formation plus théorique en arrière-boutique. Donc c'est très concret, c'est des formations de 2 mois, on a fait plusieurs promotions. Comme je vous le disais, l'objectif d'une expérimentation, c'est qu'ensuite elle puisse être reprise par un acteur local et essaimée. L'acteur local qui l'a repris, c'est les apprentis d'Auteuil, qui ensuite ont essaimé ce modèle de l'école Scola, je ne vais même pas citer. Ils l'ont essaimé au niveau national et aussi à d'autres filières, type la filière fibre ou hôtellerie. Toujours avec ce concept de formation pédagogique et formation sur site simultanée. Donc voilà, c'est un projet, par exemple, qu'on a initié et qu'on a porté pendant plus de 2 ans avec le collectif Pôle emploi et qui maintenant vit sa vie de façon indépendante et c'est l'objectif. Et pour vous donner 2 autres exemples qui peuvent être radicalement différents, à Lyon, dans le secteur des services à la personne, en fait, les entreprises semblaient méconnaître le secteur de l'insertion par l'activité économique ou le secteur adapté. Donc, avec la Maison de l'Emploi de Lyon, on a organisé tout simplement des réunions de présentation, de formation au préalable des salariés des entreprises du collectif en mécénat de compétences et avec les entreprises d'insertion locale, donc préparer les salariés en insertion en fin de parcours à ces journées de présentation et de rencontres avec les entreprises potentiellement recruteuses. Et en fait, c'est tout simplement des journées ensuite qui ont été reprises par les missions de l'emploi local, par la Maison de l'Emploi local, pardon, pour créer ce canal de recrutement en fait qui n'était pas vraiment existant avec les entreprises du service à la personne. Et en dernier lieu, en Seine-Saint-Denis, en fait, là, de par notre backbone, comme on dit, ça je pourrais le détailler plus tard, en fait, on s'est positionné plus sur des jeunes en classe de SECPA, donc très proche de l'emploi, même si très jeunes. Et là, on a le parcours école-entreprise, pareil, qu'on a co-construit avec les acteurs, les directeurs de SECPA, les acteurs de l'éducation, les acteurs associatifs locaux. Donc, ça fait 3 ans qu'on porte le sujet. Et le sujet, maintenant, est déployé le programme est déployé dans 12 collèges avec des classes de SECPA en Seine-Saint-Denis. Il va être déployé, l'ambition, à 32 d'ici quelques années. Et maintenant, a été complètement repris par EPA. Encore une fois, même logique, on expérimente, on teste et ensuite on le donne à une asso. Donc là, c'est EPA qui l'opère depuis décembre dernier. D'accord. Merci beaucoup pour cet exemple très concret. Je vois que le temps file, donc on va peut-être passer à la partie suivante. Je voulais vous questionner sur vos méthodologies respectives et je vous demandais si possible d'apporter des réponses assez concises pour qu'on ait vraiment le temps d'aborder les différentes parties de cette interview. Donc, Angelina, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, aborder un petit peu plus ce concept de collective impact avec les backbones? Oui. Merci. Alors, oui, c'est une méthodologie qui est plutôt anglo-saxonne, qui est portée par un cabinet en Suisse qui déploie en fait cette méthodologie. Concrètement, alors, c'est mettre autour de la table tous les acteurs qui sont concernés par une cause. Donc, l'exemple le plus connu qui a été porté par le Collective Impact il y a déjà plusieurs années, c'est autour de la lutte contre la malaria. Si je suis très claire, alors c'est peut-être moins, comment dire, pertinent en France, mais en tout cas, autour de la table, ils mettent des acteurs publics, des acteurs associatifs, des acteurs entreprises pour résoudre en commun un problème. Donc en France, on a plus l'habitude d'interagir avec les acteurs publics, peut-être un peu moins dans des pays anglo-saxons, mais en tout cas, la logique est la bonne et l'objectif, c'est de co-construire ensemble
des solutions en fait et même de partager les efforts pour adresser une thématique commune. Donc sur le papier, ça semble un peu naturel et de bon sens. Dans la réalité, ça demande quand même un certain investissement. Et effectivement, avec le collectif pour l'emploi, comme on a souhaité avoir une approche territoriale, forcément, c'est pas les 6 grosses boîtes que nous sommes qui avons, même si la plupart de ces boîtes, on a des bureaux dans ces régions-là. En fait, les vrais acteurs qui ont un ancrage territorial, c'est bien souvent des acteurs soit de l'emploi, soit des acteurs associatifs. Donc, c'est ce fameux backbone, cette épine dorsale. Là, en gros, c'est un acteur privilégié sur lequel on se repose, avec lequel on travaille ardemment sur le terrain. Donc, à Marseille, ça a été Marseille Solutions. À Seine-Saint-Denis, C2DI 93. Et à Lyon, Evolem Citoyen. Donc, peu importe le statut de la structure, en fait, ça dépend surtout de l'envie et de la possibilité de la structure de nous aider localement à justement nous former sur cet ancrage territorial et nous faire rencontrer les acteurs pertinents sur la question. D'accord, merci beaucoup. Étienne, pour revenir à votre fonds de dotation, est-ce que vous pourriez préciser un peu plus en détail pourquoi est-ce que vous avez eu recours au crowdfunding pour fédérer les mécènes? Comme je disais tout à l'heure, le côté innovant de l'initiative était évidemment intéressant pour réunir des mécènes. L'effet de levier que j'ai aussi évoqué, il a joué pour la Fondation Somfy, mais il joue pour chacun des mécènes qui, lorsqu'il arrive dans cette initiative collective, va en fait pouvoir avoir des financements qui contribuent collectivement à un impact plus grand. Et précisément, l'impact que recherchent souvent les fondations aujourd'hui est bien marqué là, dans un projet de ce type-là, puisque d'une part, vous associez les donateurs qui sont les donateurs de l'association, donc il y a vraiment une dynamique qui se crée au niveau de l'association qui est extrêmement favorable à celle-ci, et qui fait partie des bénéfices que nous restituent les associations lorsqu'elles ont participé à un projet de crowdfunding sur le fonds de dotation des petits pierres. Mais par ailleurs, avec le principe de l'abondement, 1 euro donné par l'abondeur pour 1 euro donné par le donateur, en fait, vous associez réellement les partenaires au projet. Voilà. Il n'y a pas une dilution. Les partenaires ne sont pas dilués dans un grand tout qui est le fonds de dotation des petites pierres. On continue à faire en sorte que chaque partenaire puisse voir concrètement les projets auxquels il contribue. Ceci aussi afin de permettre de cibler, et c'est un autre avantage de notre fonds, de permettre de cibler et on reviendra dessus parce que c'est important, de cibler les projets qui sont confiés aux partenaires en fonction des objectifs et des attentes de chacun des partenaires en termes de projets pour leur fondation à eux. D'accord, très bien. Merci. J'avais une dernière question pour tous les deux concernant l'approche territoriale. Alors, Angelina, vous nous en parliez juste avant. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer le propos, s'il vous plaît? Et après, je demanderai à Étienne s'il peut aussi nous apporter des éclaircissements sur ce point-là. L'approche territoriale, oui, parce que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, la question de l'emploi est très spécifique bien sûr au territoire, au type de population. On n'a pas la même approche, j'imagine, quand on adresse des demandeurs d'emploi qui sont dans des zones rurales ou dans des zones périurbaines ou dans des zones urbaines. Et ça, il y a des experts de la question, des experts académiques, des experts, des acteurs de l'emploi, des experts associatifs qui sont plus proches des demandeurs d'emploi et qui sont les plus pertinents pour savoir ce qui est approprié, sur quels sont leurs besoins premiers, est-ce que c'est un besoin de mobilité, est-ce que c'est un besoin de formation, est-ce que c'est un besoin de connexion avec les entreprises, et réciproquement, quels sont les besoins des entreprises dans la matière, est-ce qu'elles manquent de telle ou telle compétence, Donc, c'est extrêmement spécifique territoire par territoire. Donc, c'est l'intérêt d'expérimenter des solutions avec les acteurs de référence locaux. Ça, c'est primordial pour vraiment créer des initiatives qui ont l'impact. Et si j'en reviens à la question de l'impact, c'est là que le sur-mesure amène souvent de l'impact très ciblé. Et c'est souvent le cas sur la question de l'emploi,
l'enjeu est de créer des solutions un peu, alors c'est toujours le grand mot un peu galvaudé maintenant, un peu systémique, mais vraiment de répondre à une réponse très, très sur mesure localement et ensuite de voir comment la déployer localement avant tout. Et ensuite, bien sûr, si c'est possible dans d'autres territoires similaires, c'est l'objectif. Mais d'abord, ça doit passer par une approche très sur mesure locale. D'accord. Et Étienne, du coup, est-ce que, avec le fonds de dotation Les Petites Pierres, vous avez aussi une approche, un enjeu territorial? Alors, on n'a pas d'approche territoriale particulière. En revanche, dans l'idée de faire du fonds de dotation des petites pierres, on finance des petits projets, hein, puisque c'est au maximum 20 000 euros. Et du coup, par nature, on va pouvoir aller chercher et financer sur l'ensemble du territoire français des projets qui ont peut-être plus de mal à se faire financer par les grands investisseurs publics ou dans le cadre des grands programmes de réhabilitation et de rénovation. D'accord, très bien. Merci pour ces éléments. Donc, on va passer maintenant à la coordination entre les partenaires. Alors, Étienne, commencez. Est-ce que vous avez mis en place un processus particulier concernant la coordination du fonds? Alors, oui, évidemment, je l'ai dit, le fonds de dotation était structuré pour accueillir des partenaires, mais à partir du moment où on a voulu vraiment aller chercher des partenaires qui viennent s'associer à la Fondation Somfy pour financer de façon paritaire le projet du fonds de dotation, on a dû revoir un peu le mode d'organisation et les statuts du fonds pour intégrer cette notion de partenaire de rang 1 qui consiste en deux choses. D'une part, un engagement de la part du partenaire en question de financer pour 150 000 euros le fonds de dotation Les Petites Pierres afin de permettre un abondement de 145 000 euros d'une part et 5 000 euros de fonctionnement d'autre part. Et donc, on a créé une contribution identique et paritaire entre tous les partenaires. Et en échange de quoi, la Fondation Somfy, qui était à l'origine membre créateur et donc seul animateur du fonds de dotation, on a à partager en fait son droit de vote au sein du conseil d'administration en part égale. Et chaque membre qui rejoint en tant que partenaire de rang 1 le fonds de dotation des Petites Pierres reçoit aussi une voix au conseil d'administration de façon à pouvoir avoir une parité aussi dans la décision de l'avenir du fonds. Et c'est donc un début d'autonomie. Ce n'est pas d'émancipation, mais c'est une forme d'autonomie du fonds de dotation par rapport à son membre fondateur. Voilà. Et puis par ailleurs, derrière, du coup, il a fallu animer ce partenariat qui est du fait un partenariat réel, hein, puisqu'il est à la fois financier et dans les orientations du fonds. Et donc pour ça, il y a évidemment le conseil d'administration qui a lieu en général 2 fois dans l'année, une fois pour l'approbation des comptes, c'est un conseil d'administration un peu formel, mais une autre fois pour pouvoir justement aborder les enjeux de développement du fonds. Et puis, pour un suivi plus opérationnel, on a mis en place un comité de pilotage qui se réunit tous les 2 mois et où les partenaires de rang 1 sont représentés et participent à des décisions aussi simples que le lancement d'un appel à projet ou la participation à une campagne comme par exemple Giving Tuesday. D'accord, très bien. Merci. Angelina, de votre côté, quel rôle joue chaque membre du collectif et quelle est l'articulation entre eux? Vous avez le micro coupé. Merci. Il n'y a pas d'entité juridique au collectif, on ne l'a pas souhaité, on ne le souhaite toujours pas, les 5, maintenant 6 entreprises. En fait, parce qu'on voulait simplifier aussi les choses dans nos entreprises respectives et en fait, ça marche bien. Et je pense que si le collectif continue à se réunir tous les mois et demi, 2 heures avec les représentants des 6 fondations systématiquement, c'est aussi une des clés, on va dire, du succès, parce que c'est ce qu'on a souhaité. Donc effectivement, on se réunit tous les 2 mois, 1h30, 2 heures pour partager nos projets, pour partager le suivi des projets qu'on accompagne. Donc j'en ai présenté 3 à l'oral
mais on est en continuelle recherche. Et concrètement, localement, on a des équipes en mécénat de compétences qui viennent organiser les projets, manager les projets et soutenir les associations locales pour qui on fait du mécénat de compétences pour faire émerger les projets que je vous ai cités par exemple. Donc cette organisation est vraiment très opérationnelle, locale, avec des équipes en mécénat de compétences, et chaque entreprise, en fonction de ce qu'elle souhaite faire, de ce qu'elle peut faire, parce qu'en mécénat de compétences, bon, nous, Accenture, on est une entreprise de conseil, donc on n'opère pas de la même manière, mais il y a et donc nous, on déploie du mécénat de compétences méthodologiques, de projets sur une durée courte, et on peut mobiliser jusqu'à 7-8 consultants, c'est ce qu'on a fait au début du collectif en même temps, et localement. Les autres entreprises apportent des expertises que nous n'avons pas forcément, de la seniorité qu'on n'a pas forcément côté Accenture, et sur parfois des interventions plus ponctuelles. Donc c'est aussi ça l'intérêt du collectif, c'est qu'on découvre aussi les compétences aussi des autres entreprises, des autres collaborateurs qui souhaitent s'engager en mécénat de compétences. Et donc c'est pour ça que ça se veut très flexible en fait. On a un projet, on le présente aux 6 entreprises collectivement, et on dit oui, non, ça m'intéresse pas. Il faut quand même généralement que les 6 soient alignés, et systématiquement on est aligné. Et après, c'est tout simplement, oui, j'ai un relais local qui peut nous mettre en connexion avec des salariés qui peuvent nous aider sur. Oui, localement, je connais bien l'entreprise Patin Couffin. Oui, localement, l'association Intel, je la soutiens, donc on peut voir ce qu'on peut faire avec eux. Voilà. Et ensuite, quand on soutient les projets localement, en fait, c'est d'un point de vue juridique ou contractuel, c'est des contractualisations bilatérales avec chacune de nos fondations. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une contractualisation avec les 6 fondations en parallèle, pas forcément. Ça dépend du territoire, ça dépend de ce que la fondation peut faire, et généralement, on fait plutôt du 1 à 1. Très bien. Clément, je voudrais juste rebondir là-dessus parce que j'ai parlé de l'effet de levier d'être plusieurs, et ça c'est assez évident, mais ce point sur la complémentarité des membres dans un collectif et la capacité de demander à chacun d'agir de façon différenciée est absolument clé, et c'est un des atouts aussi pour le fonds aujourd'hui, entre une entreprise comme Valfidus qui en fait peut utiliser le financement qu'elle met à disposition du fonds de dotation comme elle le souhaite, et un fonds et une fondation comme par exemple la fondation BTP+, qui est sous égide de la Fondation de France et qui a donc un certain nombre de règles à respecter. Eh bien, le fait d'avoir des partenaires d'horizons différents avec des compétences différentes et des capacités d'action différentes est vraiment extrêmement utile. Vous venez d'anticiper ma dernière question. Justement, je voulais savoir est-ce qu'il y avait des challenges particuliers que vous avez dû surmonter, et du coup, quels étaient les enseignements qui en découlaient, pour voir voilà, s'il n'y a pas quelques conseils que vous pouvez partager auprès des participants. Vous pouvez vous continuer, Étienne, si vous le souhaitez, vu que vous étiez bien lancé, et après on passera à Angelina. Les enseignements clés à tirer sur ce temps passé en fonctionnement collectif, c'est d'abord l'importance de la clarté du projet. Il est extrêmement important que le projet soit clair pour à la fois faciliter et susciter l'adhésion, et ensuite faciliter le pilotage du partenariat. Se rappeler qu'on a des partenaires et qu'il faut discuter, dialoguer avec eux pour continuellement s'assurer que ce que réalise le fonds est en lien avec leurs attentes, est un autre enseignement. Et enfin, ne pas rester immobile. Derrière ces projets collectifs, il y a des entités, souvent des fondations, mais aussi des entreprises qui ont un projet sociétal à accomplir, et le risque pour un collectif serait de finalement se mettre à ronronner en disant on a un dispositif qui fonctionne, on atteint nos objectifs, on est content des résultats, on a de l'impact, et avancer comme ça. En réalité, avec l'expérience, je me rends compte que tous les 3 ans à peu près, c'est-à-dire à chaque renouvellement des statuts du fonds, on est amené à se reposer la question de savoir comment on peut aller plus loin, plus vite. Et aujourd'hui, notre ambition, elle est
justement de faire un vrai changement d'échelle pour le fonds et de commencer à aller chercher du côté de la régionalisation s'il n'y aurait pas des moyens d'agir de façon encore plus efficace et encore plus collective en proposant à des entreprises régionales et à des acteurs régionaux de la lutte contre le mal logement de s'unir dans le cadre du fonds de dotation pour pouvoir agir localement. D'accord. Bah, très intéressant. Merci pour ces conseils. Angelina, peut-être pour clore cet échange, si vous voulez passer à partager vos conseils et enseignements. Ouais. En delta de ce que vient de dire Étienne, oui, le côté s'assurer que les partenaires s'y retrouvent et surtout ne pas forcer un mode de fonctionnement justement qui se voudrait commun, homogène à tous les partenaires. Parce que si ça devient forcé, forcément, ça ne tient pas dans la durée. Donc, faut toujours arriver à comprendre ce dont a besoin le partenaire, comment il opère systématiquement pour que ça se fasse naturellement. Le plaisir humain de se voir aussi et d'avoir un... C'est bête, hein, mais je pense qu'en tout cas, nous, ça contribue aussi au fait que 5 ans après, on a toujours plaisir à se voir tous les mois et demi et qu'on est alignés et qu'on a confiance les uns dans les autres sur n'importe qui peut prendre la parole au nom du collectif. On est tous alignés sur l'ambition et la vision. Donc, c'est vrai que je pense que c'est quand même assez crucial. L'opérationnel sur le terrain, ce que disait Étienne, est absolument crucial aussi parce qu'il ne faut pas que ce soit complètement hors sol avec, dans notre cas, 6 entreprises qui ont envie d'agir sur le terrain. Non, il faut vraiment avoir des personnes sur le terrain qui alimentent aussi tout le collectif en permanence des retours terrain et des nouveaux projets. Donc ça, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Ce n'est pas une gouvernance pour une gouvernance. Donc il y a quand même un vrai investissement terrain. Et nous, c'est peut-être plus particulièrement spécifique au collectif pour l'emploi, comme on se veut expérimental sur des projets sur mesure. En tout cas, on ne reporte pas forcément de résultats quantitatifs. Et ça n'a pas toujours été évident quand on voit 6 grosses entreprises telles que les nôtres qui agissent sur la question de l'emploi localement. D'un point de vue communication, on va dire, on peut s'attendre à ce qu'on ait accompagné des centaines de milliers de personnes vers l'emploi. En fait, c'est pas l'ambition première. C'est pour ça que c'est très important de la définir au début. Nous, c'est vraiment d'expérimenter. Donc, je vous ai raconté quelques beaux projets. Ils vivent maintenant leur vie et c'est très bien. Et on est là vraiment pour tester, expérimenter avec les acteurs locaux et créer des dynamiques sur le long terme. Donc, d'un point de vue résultat, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui, parfois, on s'est confronté à mais sur quoi, du coup, on peut communiquer. Et maintenant, on assume complètement ce rôle d'expérimentation, ce rôle local, parce qu'on voit que ça porte vraiment ses fruits, que l'impact est là. Pas forcément uniquement chiffré à court terme. Mais en tout cas, il y a au moins un impact qualitatif et un impact chiffré, bien sûr, à long terme qu'on attend tous. Très bien. Un grand merci pour cet échange qui, je suis sûr, a été très profitable pour les participants. Je pense que maintenant, on peut passer aux questions-réponses. Et je vois qu'il y a déjà une question dans le chat pour Étienne Bourgeois, d'Anne-Sophie. Donc, est-ce que le partenaire pourrait être une collectivité ou un autre acteur public? Alors, dans le fonds de dotation, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, les partenaires publics et les collectivités, elles interviennent plutôt en tant que donateurs sur les projets. Et je ne sais pas dans quelle mesure, alors je ne suis pas assez expert des collectivités publiques pour savoir dans quelle mesure elles pourraient signer un contrat une convention de partenariat avec un fonds de dotation comme les Petites Pierres, au même titre que le fonds aujourd'hui des fondations ou des entreprises. En revanche, si la question c'est sur le principe, est-ce que ce serait possible, voire souhaitable? Oui, absolument. La vocation du fonds de dotation des Petites Pierres est bien de fédérer l'ensemble des énergies qui luttent contre le mal logement. Voilà. Merci de votre réponse. S'il y a d'autres questions, oui. Peut-être en complément, c'est vrai je crois qu'il y a un sujet sur le fait que un fonds de dotation ne peut pas recevoir des subventions publiques. En revanche, donc ça pour le flux financier, il faudrait que ça aille directement vers l'association. En revanche, effectivement, on peut imaginer des partenariats qui ne soient pas financiers, mais qui puissent ensuite flécher vers l'association pour la communication sur la collecte ou des choses comme ça, peut-être. Absolument, et en fait, il y a de nombreux aspects à financer dans le fonctionnement d'un collectif. Hein. Il y a évidemment les projets, mais il y a aussi
tout le fonctionnement du collectif. Et dans le cadre des Petites Pierres, il y a la plateforme qu'il faut maintenir et améliorer régulièrement. Et donc, il y a la possibilité d'accueillir des partenaires sur différents sujets et avec un niveau d'effort différent. Et c'est pour ça que nous avons des partenaires de rang 2 et 3 pour permettre justement d'ouvrir très largement le collectif. Merci. Et je me permets d'intervenir parce que, comme vous vous appelez les Petites Pierres, je voulais vous signifier que vous avez fait des petits, puisque vous nous avez inspiré, en tout cas moi, pour ma part, j'ai créé une fondation qui multiplie les dons par 3 avec la Banque Populaire Grand Ouest qui s'appelle Solidarité Grand Ouest. Et votre démarche a été tout à fait inspirante dans notre démarche de création de ce fonds qui n'a qu'un an et demi, hein, mais qui fonctionne sur ce même principe avec des entreprises partenaires. Et la question des subventions publiques me paraît très intéressant. Alors nous, ça serait peut-être dans une logique de x4, même si ça devient un peu compliqué, mais effectivement, je pense que l'effet collectif, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, me paraît essentiel dans nos démarches actuelles. Et on vous connaît, on vous suit, on parlait de vous en réunion pas plus tard qu'hier. Ah bah, vous me faites plaisir parce que moi j'ai l'impression d'être toute petite à côté de vous. Nous, on n'en est qu'à 300 000 € collectés, alors c'est tout petit. Merci beaucoup pour cette question et cette réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui souhaiteraient poser des questions ou non. Bon, dans ce cas, je pense qu'on peut passer à la suite. Je vais laisser la parole à Alicia qui va prendre le relais. Oui, merci beaucoup Clément. Et merci à Angelina et Étienne pour ces échanges très très riches. Je ne vais pas parler longtemps, juste donner la parole à Oriane qui va maintenant vous parler de 2 autres initiatives de mécénat collectif au service de l'emploi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin avec nous. Effectivement, pour compléter les interventions et puis de Mathilde, de Angelina et d'Étienne, on a voulu vous montrer 2 autres initiatives collectives en faveur de l'emploi. L'objectif étant de découvrir ces initiatives si vous ne les connaissez pas déjà, ou bien pour ceux qui sont déjà partie prenante de ces collectifs, peut-être de nous faire part de vos remarques ou de vos ajouts. L'idée étant, on en a choisi 2, on aurait pu en choisir beaucoup plus puisqu'il y en a énormément sur le territoire. L'idée étant justement de les compléter par la suite, peut-être lors d'un travail complémentaire, dans un groupe de travail notamment. On est bien conscient que ces informations ne sont pas exhaustives, hein. On a peu de temps ce matin, mais on n'hésitera pas à les compléter si vous le souhaitez. La première initiative qu'on a voulu valoriser ce matin, c'est celle de l'association Sans Chance, Sans Emploi, qui a été créée en 2004 à l'initiative de Henri Lachmann, qui était alors PDG de l'entreprise Schneider Electric, qui est également membre de notre réseau. Et cette association donc, qui a vocation à accompagner des jeunes âgés de 18 à 30 ans, issus prioritairement des quartiers politiques de la ville et qui sont en recherche d'emploi. L'association, elle se présente vraiment comme un réseau d'entreprises en faveur de ces jeunes et en faveur de l'emploi. Elle réunit notamment d'ailleurs dans son conseil d'administration plusieurs grandes entreprises, hein, Vinci, Clépierre, EDF, Adecco, Suez, etc. Et puis elle a un fonctionnement territorial puisqu'elle agit dans 35 bassins d'emploi répartis dans toute la France, avec à chaque fois des bassins, on va dire, d'emploi et des écosystèmes locaux, territoriaux, qui regroupent entreprises, acteurs de l'emploi. Donc, ça peut être effectivement Pôle emploi, des missions locales ou des associations spécialisées sur le territoire, et puis des bénéficiaires. L'association s'est donné donc plusieurs objectifs, plusieurs grands objectifs. Accompagner les jeunes à travers un processus en 3 étapes que je vous détaillerai juste après, en y associant à la fois des entreprises et des acteurs de l'emploi. Lutter contre les discriminations et favoriser la diversité en s'adressant à des publics éloignés de l'emploi.
et vraiment créer des synergies sur les territoires entre acteurs d'emploi, entreprises et jeunes bénéficiaires. L'idée étant vraiment de permettre à ces jeunes accompagnés d'obtenir à l'issue de ce processus en 3 étapes qui finalement ne se termine que quand le jeune arrive à trouver cette sortie positive, c'est-à-dire obtenir un CDI, un CDD ou une mission d'intérim de plus de 6 mois ou bien entrer dans une formation qualifiante, un processus de formation qualifiante. Le processus en 3 étapes qui a été donc élaboré par Sans Chance Sans Emploi, c'est tout d'abord un repérage des candidats potentiels, donc éligibles en fait à ce dispositif par les acteurs de l'emploi sur les territoires, notamment par Pôle emploi, je le disais, mission locale, etc. Là où en fait ce sont des jeunes qui sont identifiés par rapport notamment, déjà il faut qu'ils soient effectivement en recherche active d'emploi et puis vraiment motivés dans l'obtention d'avoir un travail, un projet professionnel durable. Ces jeunes sont ensuite accompagnés, une fois qu'ils sont identifiés, ils sont accompagnés par une structure spécialisée. Sans Chance Sans Emploi parle même de coach par promo de 10 à 15 jeunes. Vraiment, ils sont accompagnés pendant 1 semaine à toute la sensibilisation en fait, du monde de l'entreprise, voilà, comment on rédige un CV, comment on répond à un entretien d'embauche, tous les conseils pratiques en fait, qui peuvent être donnés à ces jeunes. Et à l'issue de la semaine, les jeunes rencontrent des cadres d'entreprise, partenaires donc, de l'association en local. Et ces partenaires entreprises sélectionnent les jeunes les plus motivés pour donc passer à la 3e étape de ce processus, qui est surtout un processus de parrainage. Chaque jeune est parrainé ou marrainé. Le temps donc, de trouver, comme je le disais, un CDI, un CDD ou bien une formation. Et puis, ils sont accompagnés aussi plus étroitement finalement par leurs parrains dans le fait de rencontrer d'autres entreprises. Ils leur ouvrent leur réseau, ils leur partagent tout simplement aussi leur expérience de professionnels. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est déjà qu'elle est vraiment territoriale, puisque chaque bassin d'emploi est différent et piloté par différents acteurs. Donc, ce sont vraiment des réseaux d'entreprises locaux, des écosystèmes à part entière. Et puis, les entreprises en local peuvent être notamment pilotes. Donc, c'est-à-dire, à la fois, elles peuvent mobiliser des parrains, marraines pour accompagner ces jeunes, mais elles peuvent être aussi pilotes, c'est-à-dire, c'est elles qui vont finalement mettre en relation à la fois les acteurs de l'emploi sur le territoire, les jeunes, bien évidemment, et les autres entreprises qu'elles auront réussi à mobiliser. D'ailleurs, ces entreprises, les entreprises partenaires en local se réunissent, on en parlait tout à l'heure de la coordination, elles se réunissent lors de comités d'acteurs économiques pour faire le point sur l'évolution des jeunes, partager leur expérience, etc. Donc ça, c'était une première initiative qu'on voulait vous partager. Je pense qu'on pourrait en dire beaucoup plus, notamment sur les bilans, mais voilà, jusqu'à présent, l'association a quand même pu accompagner 6000 jeunes avec une centaine d'entreprises partenaires et avec un taux de sortie positive de 70%, donc ce qui est déjà un beau résultat. La deuxième initiative qu'on voulait vous présenter, c'est un tout nouveau fonds de dotation qui a vu le jour le mois dernier. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Il s'agit du fonds de dotation Lab2E. Donc, il a été créé à l'initiative de Solidarité Nouvelle face au chômage, donc un acteur de l'emploi associatif très reconnu dans l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, des chômeurs de longue durée notamment. Et c'est sur ce créneau, donc sur cette cible prioritaire, celle des chômeurs de longue durée, que le fonds de dotation a souhaité agir en réunissant donc, divers partenaires partenaires emploi et entreprises, notamment, voilà, on vous a mis ici la gouvernance avec le groupe La Poste, Bluester, qui est une société de private equity, Genaris, etc., et des partenaires comme l'Emploi ou l'APEC, qui sont des acteurs voilà, très connus pour la recherche d'emploi. L'action du fonds de dotation, elle se situe sur 3 axes principaux. Ils ont souhaité développer un cercle de réflexion, tout simplement en organisant des rencontres pour imaginer, pour débattre, pour expérimenter des nouvelles pratiques et se faire un petit peu le porte-parole en émettant des propositions à destination des pouvoirs publics sur cette population des chômeurs de longue durée.
en sensibilisant également le grand public. Et en sélectionnant des initiatives innovantes, pourquoi pas en remettant par exemple des prix ou des bourses aux meilleures initiatives. Donc ce cercle de réflexion, ce think tank, il a vocation à la fois à réunir des entreprises, des demandeurs d'emploi et des bénévoles de Solidarité Nouvelle face au chômage, sachant que ce fonds de dotation, pour son début en tout cas, s'est déployé sur 5 territoires, donc Paris, Nantes, La Rochelle et Saint-Quentin, un petit peu dans la même philosophie finalement que son champ d'emploi, c'est-à-dire vraiment sur des bassins d'emploi bien identifiés. Le fonds de dotation met également en œuvre des actions de recrutement où ils mettent en relation donc, des employeurs et des chercheurs d'emploi avec l'objectif bien sûr d'avoir une intégration réussie dans le monde professionnel. L'idée étant aussi, ils ont développé en fait une méthodologie un petit peu particulière pour permettre à ces chercheurs d'emploi d'avoir une sortie positive en adaptant finalement les processus RH également, en faisant de la sensibilisation auprès des ressources humaines sur ces catégories de population qui n'est pas forcément identique à tous les chercheurs d'emploi. Et puis une troisième activité autour des pratiques d'accompagnement, où là ils vont vraiment faire de l'accompagnement aux bénéficiaires en direct, que ce soit coaching pour les entretiens professionnels, réfléchir sur leur projet professionnel, leur ambition. Et ça, ce sont des bénévoles en local de Solidarité face au chômage qui mettent cela en place. Actuellement, donc, le fonds de dotation réunit une dizaine de partenaires entreprises et acteurs de l'emploi, avec l'ambition évidemment de se développer sur les 5 hubs territoriaux, comme ils les appellent. Voilà pour cette toute nouvelle initiative, donc évidemment à suivre dans les prochains mois, puisqu'elle vient tout juste de se créer. C'est donc on avait voulu valoriser ces deux acteurs. Bien sûr, on aimerait compléter ces informations, se faire l'écho d'autres initiatives qui existent sur les territoires. Le but étant évidemment de voir quelles initiatives sont complémentaires pour ne pas refaire finalement ce qui existe déjà, voir également aussi ce qui est le plus impactant. Je repasse la parole à Alicia. Merci beaucoup Oriane pour avoir développé ces 2 initiatives. C'est vraiment très très riche de voir ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, on voulait vous donner la parole. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions encore pour Angelina et Étienne par rapport à ce que vient de présenter Oriane. Et puis surtout, on aimerait que vous nous disiez, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport au sujet d'emploi, par rapport au mécénat collectif? Est-ce que vous avez des enjeux, des petits sujets de réflexion ou de tension que vous aimeriez régler, des aspirations, des projets en cours de réflexion? Et éventuellement, en quoi le réseau pourrait-il vous aider dans les prochains mois sur ces sujets, sachant que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la volonté, si c'est pertinent pour vous, de lancer un groupe de travail sur le mécénat collectif au service de l'emploi. Donc, potentiellement dans le futur une coalition, mais en tout cas déjà de commencer à travailler dessus ensemble. Ça peut être de mettre en œuvre une cartographie des initiatives et projets d'emploi en France. Ça peut être de poursuivre ce benchmark qu'a commencé Oriane, vous aiguiller sur les manières de faire, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avec l'éclairage de Mathilde. Donc allez-y, dites-nous. Je vois des mains levées. Alors je vais essayer d'afficher les participants, mais si quelqu'un veut commencer à prendre la parole, n'hésitez pas. Je veux bien. Je vais mettre ma caméra. Lucille. Ouais. Bonjour à tous. Donc, Lucille Peignot, je suis déléguée de la Fondation Somfy. Donc, j'ai eu la chance de participer à la construction du fonds de notation Les Petites Pierres. Et en fait, c'était juste pour vous remercier de l'intervention. Et je connais très bien Les Petites Pierres et Étienne. Donc, Angelina, surtout, j'ai vraiment apprécié votre témoignage sur finalement sur le fait que vous parliez d'expérimentation. Souvent, on ne s'octroie pas le droit ou l'opportunité justement d'expérimenter des projets pour ensuite apporter des solutions. Et voilà, donc vraiment merci beaucoup de votre témoignage, j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'aide dans la réflexion concernant la Fondation Somfy. Merci Lucille, je vois d'autres mains levées mais je ne vois pas bien les participants, donc si quelqu'un veut prendre la main. Moi, je veux bien prendre la parole. Elina Hermini, Fondation Groupe RATP.
responsable en fait et coordinatrice du programme Accès à l'emploi et à l'insertion. Donc moi j'avais une question à poser. D'abord j'ai trouvé très intéressant et cette notion de collectif me semble assez importante. Alors indépendamment même de la crise, hein, parce que bon c'est vrai que la crise en fait a probablement fait émerger aussi des volontés, j'allais dire associatives entre guillemets, en tout cas de mutualisation. Mais notamment, moi, ce qui me semble intéressant, c'est les nouvelles perspectives en matière d'emploi. On parle beaucoup de création d'entreprises, on parle aussi beaucoup de l'emploi qui devient plus tertiaire qu'industriel, notamment dans certains territoires, sur certains territoires. Et moi, ma démarche, ça serait éventuellement auprès de vous, alors j'interroge un peu le collectif que nous sommes, d'avoir des démarches prospectives sur justement, est-ce que la création d'entreprise est-elle pérenne? Crée-t-elle vraiment des emplois? Parce qu'en fait, l'objectif, il est aussi de pouvoir se projeter et savoir quel est l'impact social en matière d'emploi des entreprises, enfin des micro-entreprises et puis des associations qui portent justement ces sujets-là. Il y a aussi une autre question qui me semble intéressante. On arrive notamment dans la région parisienne, on va quand même organiser en France et plus précisément à Paris les JO. Donc, est-ce que sur ces grands projets qui sont des projets nationaux et plus territoriaux, est-ce qu'il y a des engagements, notamment des pouvoirs publics, de prêter la main aux associations, de créer une espèce de comment dirais-je, une sorte de collectif aussi des associations pour pouvoir, sur les territoires concernés, travailler sur l'emploi? Quelles sont les perspectives en matière d'emploi aussi sur en perspective des JO? Donc ça, c'est important parce que ça permet de conduire aussi, en tout cas en tant que fondation, faire des choix. Parce que très honnêtement, avec la crise actuelle, les associations qui œuvrent notamment pour l'insertion professionnelle, je ne vous dis pas comment elles frappent aux portes et je ne vous dis pas comment il est difficile de pouvoir les départager. Voilà. Donc l'objectif, c'est aussi d'avoir une vision prospective de ce que sera l'emploi en termes généraux, c'est-à-dire quels sont les métiers d'appel ou quels sont les secteurs d'appel. Et puis éventuellement aussi sur la partie comment dirais-je, démarche prospective aussi sur l'emploi, c'est quels sont les territoires les plus touchés, parce que nous sommes, groupe RATP, nous sommes complètement intégrés sur le territoire national et à l'international. Donc l'international, ça c'est une autre préoccupation, mais sur le territoire national, quels sont vraiment les gros soucis d'emploi? Donc, on sait bien qu'avec la crise, tout va être reporté sur l'Est, le Grand Est, le Nord, on a déjà des problématiques sur le Nord. Et dans les territoires de région Île-de-France aussi, quels sont les points névralgiques? Bon, bien évidemment, le 93. Et quelles sont les enquêtes actualisées sur ces sujets-là? C'est intéressant aussi, quand on est une fondation, de pouvoir dire, par exemple, de faire un programme pluriannuel pour laisser éventuellement la possibilité à d'autres associations de créer, enfin de pouvoir entrer dans les associations. On est très Paris, hein, la RATP, on est beaucoup Paris, mais je sais qu'il y a d'autres secteurs. Paris est 93, mais je sais qu'il peut y avoir d'autres secteurs et on serait intéressé par cette démarche prospective, ne serait-ce que pour assurer un turnover. Ok, entendu, Elina, merci beaucoup pour ces questions qu'on a bien notées tous les trois. On n'aura pas forcément la possibilité, le temps de répondre à tout, et puis on n'a pas forcément toutes les réponses là sous la main, mais on se les note justement dans le cadre du futur groupe de travail du réseau sur les sujets, en lien avec Mathilde qui travaille sur le sujet et son équipe, en lien également avec Pôle emploi. Je sais que vous êtes présent dans notre événement ce matin, donc qui est membre du réseau aussi. Et je laisse la parole à Estelle. Vous avez une question, Estelle? Alors Estelle, je vois votre micro activé, mais je ne vous entends pas. Estelle a un petit problème de connexion. Eh bien, du coup, Marine, je crois que tu avais une question.
Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Marine Oran, chargée de projet à la fondation du groupe M6. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus un témoignage sur la question justement de l'emploi, puisque la fondation M6 en fait est dédiée à l'univers carcéral et elle vise le retour à l'emploi des personnes détenues et la promotion des alternatives à l'incarcération. Et c'est une fondation qui existe depuis 10 ans. On soutient des actions de terrain dans le secteur et on a un plaidoyer entreprise qui va s'affirmer de plus en plus. Et en fait, sur la question de l'expérimentation, c'est très intéressant. Je nous retrouve dans toutes vos présentations, puisqu'on va expérimenter au sein même du groupe M6 un petit module de découverte de l'entreprise pour des publics justice, justement, dont l'objectif va être, nous, d'impliquer des collaborateurs et permettre à ce public justice en fait, de se familiariser avec les codes de l'entreprise, bénéficier de conseils et d'axes de travail sur son CV et son projet pro. Donc, c'est des petits modules qu'on va mettre en place fin du premier semestre 2021 chez M6. Et l'idée, nous, c'est après de pouvoir essaimer ce module dans d'autres entreprises pour favoriser en fait l'insertion et l'embauche de ces personnes qui ont connu un épisode carcéral, sensibiliser à la cause et puis dédramatiser en quelque sorte cette embauche. Et puis nous, pour exemple, on a quelques ex-détenus qui sont passés sur les bancs d'M6. Il y a un troisième qui est en phase de recrutement. Donc voilà, juste un témoignage pour dire que c'était possible et que l'expérimentation, c'est vraiment important. Et nous, on le met en place là prochainement au sein de la Fondation et donc du groupe M6. Voilà. Merci beaucoup Marine pour le retour d'expérience et on continuera à suivre tout ça de très très près. Je crois qu'Estelle est revenue. Oui. Et... Est-ce que vous m'entendez du coup? Ouais, très bien. Super. J'avais juste une question. Je fais partie de Foncière Magellan, qui est une foncière immobilière présente sur Nantes, Paris, Lyon et Strasbourg. Et j'avais une question par rapport à l'initiative d'Action, à savoir si les retours d'expérience là, que ce soit Fondation Somfy, Accenture, est-ce que vous sentez qu'une démarche territoriale a un impact plus important qu'une démarche nationale, ou est-ce que, à contrario, vous avez aussi comparé vos démarches individuelles, fondation par fondation, avec vos démarches collectives en termes d'impact? Est-ce que vous avez un retour à nous faire? Moi, oui, la qualité, on va dire, de l'impact court terme ou long terme, je trouve localement et territorialement est plus forte quand on y va comme ça, un peu en mode sur mesure et en mode vraiment co-construction. Donc, il y a une certaine inertie, ça prend du temps à construire, à gagner la confiance. Et ça nécessite pas mal d'humilité, tous les acteurs. Mais oui, en termes de qualité, donc au sens qualitatif vraiment du terme, oui, je trouve ça... En tout cas, si ça peut inspirer des politiques nationales, tant mieux. Mais je pense que ça doit impérativement commencer par de l'ultra-territorial. Pour ma part, je n'ai pas vraiment de données factuelles à opposer, mais plus une conviction et un retour aux sources lors de la création du fonds de dotation Les Petites Pierres. Il y a des politiques nationales, il y a des acteurs nationaux qui agissent, il y a des programmes nationaux. Ce que nous disent les associations que nous aidons, c'est que lorsqu'on est une association locale, avec un projet local, ou lorsqu'on est sur des projets de type réhabilitation de logements qui sont vraiment pas des projets séduisants et attractifs et qui incitent pas qui incite pas les investisseurs à venir sur ce type de démarche, le fait que le fonds de dotation soit sur des petits projets et donc essentiellement des projets très ponctuels et donc très locaux rend service à la lutte contre le mal logement, parce qu'on vient se glisser dans des interstices où aujourd'hui l'action publique et les grands programmes ou les programmes même départementaux ne sont pas forcément présents. D'accord, super. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience.
Alors, je regarde, je ne vois pas d'autres mains levées pour des questions, sauf erreur. Donc, je vous propose de passer à la suite et aux prochaines étapes. Juste concernant ce qui vient de se dire, toutes les remarques, questions qui ont été formulées, on reviendra vers vous, notamment pour voir s'il est pertinent de lancer un groupe de travail. Et on voulait vous faire part d'une prochaine initiative du réseau sur ce sujet de l'emploi, notamment des jeunes, avec Un jeune, une solution. Nous organisons un webinar le lundi 8 mars au matin, 10h30, 11h30, avec l'intervention de Thibaut Guilly, notre haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, ainsi que le président de notre réseau, Stéphane Roussel, pour vous parler du sujet Un jeune, une solution et aider les entreprises à se mobiliser pour l'emploi des jeunes. Donc, vous voyez le descriptif à l'écran. Et puis, sachez que Mathilde et Hélène, qui est la directrice emploi et diversité, se tiennent à votre disposition pour cela. On vous enverra la présentation, donc vous aurez le lien d'inscription. N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Et puis, pour tenir le timing, un petit zoom sur les prochains événements Vie de Réseau. Je ne vais pas tous vous les formuler, notamment pour le pôle mécénat, vous pourrez le voir en ligne, mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui et désormais, tout se passe en ligne avec le Padlet que vous voyez s'afficher. Donc, vous avez l'adresse également URL qu'on vous renverra prochainement. Et en fait, tous nos événements, que ce soit du pôle mécénat ou des autres pôles d'expertise et régions, antennes régionales du réseau LEPC, sont en ligne et en fait, tout se met à jour automatiquement quand on crée un nouvel événement. Et il vous suffira de cliquer sur l'événement pour vous y inscrire. Donc, n'hésitez pas à ajouter cette URL à vos favoris pour la suite. Voilà, il me reste à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. À nos intervenants, Angelina, Étienne, merci beaucoup pour vos témoignages. Et puis à Mathilde, Oriane, Clément, Célia qui ont organisé l'événement avec moi. Merci beaucoup pour cette matinée et puis on se tient au courant très vite par mail ou autre dans le cadre du réseau. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à toutes et tous et merci également à Mathilde pour l'introduction. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir.